Je m'appelle Édith Lemoine. J'ai 78 ans, et pendant toute ma vie, j'ai cru que la meilleure façon de protéger les gens qu'on aime, c'était de maintenir l'ordre, de garder les choses à leur place, de ne pas chercher ce qui pourrait déranger l'équilibre. Mais ce jour de janvier 2015 à Grenoble, tout ce en quoi je croyais s'est effondré en un seul instant. Pas à cause de ce que j'ai découvert sous le lit, mais à cause de ce que cette découverte signifiait, que j'avais passé des années à regarder sans jamais vraiment voir. Le téléphone a sonné à 14h37 un jeudi après-midi. Je m'en souviens parce que je venais de sortir ma brioche du four et que l'odeur de fleurs d'oranger emplissait encore la cuisine. J'ai décroché en m'essuyant les mains sur mon tablier et j'ai reconnu tout de suite la voix de mon fils. Mais quelque chose n'allait pas. Théo ne m'appelait jamais à cette heure. Il travaillait comme ingénieur informatique dans une entreprise au centre-ville et il respectait ses horaires avec une rigueur qui me rappelait son père. Maman. Sa voix était calme, trop calme. Le genre de calme qui vient après avoir pris une décision difficile. Pas celui qui précède la panique. J'ai senti mon estomac se serrer avant même qu'il ne continue. « Théo, mon chéri, tout va bien. » J'ai essayé de garder ma voix légère, mais mes mains tremblaient déjà. Il y a eu un silence. Puis, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, je vais te poser une question et j'ai besoin que tu me répondes avec la vérité absolue. Pas la vérité polie. Pas celle que tu te racontes pour dormir tranquille. La vraie. » Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes oreilles. J'ai posé une main sur le plan de travail pour me stabiliser. « D'accord, mon petit. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes Alain ?» Le monde s'est arrêté. Alain. Mon mari depuis 46 ans. L'homme que tout Grenoble admirait pour son élégance, sa discrétion et sa gentillesse. L'homme qui avait été un père pour Théo depuis que son vrai père nous avait quittés quand il avait 6 ans. Pourquoi Théo posait-il cette question maintenant? Et pourquoi avec cette voix qui ressemblait à celle de quelqu'un qui se tenait au bord d'un précipice? Bien sûr que je t'aime, mon trésor. Tu es mon fils. Rien ne passe avant toi. Alors quand tu rentres à la maison cet après-midi, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Ne pense pas comme une épouse. Pense comme quelqu'un qui découvre cette maison pour la première fois et regarde sous le lit. Sous le lit. Quel lit Théo? Le sien, maman? Celui d'Alain. Et tu vas comprendre pourquoi je ne peux plus rester seule avec lui. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée là debout dans ma cuisine avec le téléphone encore contre mon oreille et le bruit de la tonalité qui résonnait comme un cri d'alarme. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis assise sur une chaise et j'ai regardé autour de moi. Tout était exactement comme d'habitude. La lumière de l'après-midi qui entrait par la fenêtre. Le carrelage blanc impeccable. Les napperons brodés que ma mère m'avait offerts il y a des décennies. Rien n'avait changé. Mais quelque chose venait de se briser en moi. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Et je veux vous remercier d'écouter l'histoire de cette vieille femme. Si vous êtes toujours avec moi, me feriez-vous une gentillesse? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Quelle ville? Quelle région? Et s'il est tard chez vous, dites-le moi aussi. J'aime savoir que je ne suis pas seule dans le noir avec ces souvenirs. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous ressentez ce que je ressens. Et abonnez-vous si vous voulez entendre une autre histoire demain. Il y en a une chaque jour ici. Maintenant, où en étais-je? Je suis née à Grenoble en 1937, dans une famille où l'on ne parlait pas de ses émotions. Mon père était comptable. Ma mère tenait la maison avec une précision militaire. Ils m'ont appris que la vie fonctionnait mieux quand chaque chose était à sa place. Quand les problèmes restaient cachés derrière les portes closes. Quand on souriait en public, même si on pleurait en privé. C'était comme ça qu'on survivait. C'était comme ça qu'on gardait sa dignité. J'ai épousé le père de Théo quand j'avais 22 ans. Un mariage rapide. Trop rapide. Il était beau et charmant et il savait dire exactement ce que je voulais entendre. Mais il buvait. Et quand il buvait, il devenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui me faisait peur. Après la naissance de Théo, les choses ont empiré. Un soir, il est parti chercher des cigarettes et il n'est jamais revenu. Théo avait 6 ans.
Il a demandé où était papa pendant des semaines. J'ai dit qu'il était parti travailler loin, très loin, et qu'il nous aimait, mais qu'il ne pouvait pas revenir. Théo a arrêté de poser des questions, mais quelque chose s'est éteint dans ses yeux. Une lumière que j'ai passé des années à essayer de rallumer. C'est Alain qui l'a rallumée. Alain Lemoine, un pharmacien respectable, veuf depuis 3 ans, pas d'enfant. Il fréquentait la même église que moi. Il était doux, patient. Il ne buvait jamais. Il parlait à Théo comme s'il était important, comme si ses questions méritèrent des réponses, comme si son existence comptait. Quand Alain m'a demandé en mariage, j'ai dit oui sans hésiter, pas parce que j'étais amoureuse, mais parce que je voyais enfin une chance de donner à mon fils la stabilité qu'il méritait. Alain a adopté Théo légalement. Il lui a donné son nom. Il l'a emmené à l'école chaque matin pendant des années. Il l'a aidé avec ses devoirs. Il est venu à tous ses matchs de football. Il a été le père que le vrai père n'avait jamais été. Et Théo l'aimait. Je le voyais dans ses yeux. La façon dont il courait vers Alain quand il rentrait du travail. La façon dont il riait à ses blagues. La façon dont il disait papa avec une fierté qui me faisait monter les larmes. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi, après toutes ces années, Théo me demandait-il de choisir entre lui et l'homme qui l'avait élevé? Pourquoi cette question? Pourquoi ce ton? Pourquoi cette urgence? Je me suis levée de ma chaise. J'ai éteint le four. J'ai enlevé mon tablier. J'ai pris mes clés et mon sac. Alain était à la pharmacie jusqu'à 18 heures. J'avais le temps de rentrer, le temps de vérifier, le temps de découvrir que mon fils se trompait, que tout cela n'était qu'un malentendu, que notre vie était exactement ce qu'elle semblait être. Propre, stable, sûre. Le trajet jusqu'à la maison n'a duré que 15 minutes, mais il m'a paru interminable. Je conduisais lentement, trop lentement. Les autres voitures me klaxonnaient. Je ne les entendais pas. Je n'entendais que la voix de Théo qui résonnait dans ma tête. Regarde sous le lit, regarde sous le lit. Notre maison se trouvait dans le quartier de la Bajatière. Une belle maison bourgeoise avec un jardin bien entretenu et des volets verts. Alain y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Tout devait être impeccable. Les haies taillées au millimètre près. Les fenêtres sans une trace. Le perron balayé chaque matin. C'était sa fierté, son sanctuaire, l'image qu'il voulait projeter au monde. J'ai ouvert la porte d'entrée. La maison était silencieuse. L'odeur familière de cire et de lavande flottait dans l'air. J'ai enlevé mes chaussures, par habitude. J'ai accroché mon manteau. J'ai posé mon sac sur la console de l'entrée. Tout était normal. Tellement normal que j'ai failli me convaincre que j'avais mal compris. Que Théo traversait peut-être une crise, qu'il avait peut-être des problèmes au travail ou dans sa vie personnelle et qu'il projetait sa frustration sur nous. Mais mes pieds m'ont porté vers la chambre quand même. Notre chambre se trouvait au premier étage. Grande, lumineuse, décorée avec goût. Le lit était fait avec une précision parfaite. Les oreillers alignés, la couette lisse sans un pli, les rideaux tirés juste comme il faut pour laisser entrer la lumière de l'après-midi sans éblouir. Tout était à sa place. Exactement comme Alain l'aimait. Je me suis approchée du lit. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai posé une main sur le matelas pour me stabiliser. Puis, je me suis agenouillée. Le parquet était froid sous mes genoux. J'ai soulevé le bord de la couette et j'ai regardé en dessous. D'abord, je n'ai rien vu. Juste de l'ombre et de la poussière. Puis mes yeux se sont habitués à la pénombre. Et j'ai compris. Il y avait une boîte. Une vieille boîte à chaussures en carton marron. Elle était poussée tout au fond contre le mur, cachée. Mais pas assez bien. Pas pour quelqu'un qui savait où chercher. J'ai tendu le bras et je l'ai tirée vers moi. Elle était lourde. Trop lourde pour des chaussures. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la laisser tomber. J'ai dû m'asseoir par terre. J'ai posé la boîte sur mes genoux. J'ai fermé les yeux pendant un instant. J'ai pensé à Théo, à sa voix au téléphone, à la peur que j'avais entendue, à la certitude qu'il avait. Et j'ai ouvert la boîte. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a coupé le souffle. Des photographies. Des dizaines de photographies. Toutes soigneusement rangées dans des enveloppes. Toutes datées.
toutes classées par année. Je les ai sorties une par une avec des doigts qui ne m'obéissaient plus. Les premières dataient de 2005, il y a 10 ans, les plus récentes de quelques mois seulement. Sur chaque photo, il y avait des enfants, des garçons, entre 8 et 14 ans, certains que je reconnaissais, des enfants du quartier, des fils de voisins, des élèves de l'école, où Alain faisait du bénévolat comme aide aux devoirs depuis des années. Ils étaient photographiés dans des situations qui semblaient innocentes au premier regard. À la piscine, au parc, pendant les cours de sport. Mais quelque chose clochait. L'angle, la distance, la façon dont l'objectif se concentrait sur certaines parties de leur corps. Comme si celui qui prenait ces photos essayait de capturer quelque chose de spécifique. Quelque chose qui n'avait rien d'innocent. J'ai senti la bile me monter à la gorge. J'ai posé les photos à côté de moi parce que je ne pouvais plus les tenir. Mes mains tremblaient, trop. Mon esprit refusait de comprendre ce que mes yeux voyaient. Parce que si je comprenais vraiment cela, signifiait que ma vie entière était un mensonge. Que l'homme avec qui je partageais mon lit depuis 40 ans, l'homme qui m'embrassait le front chaque matin avant de partir travailler, l'homme que tout le monde respectait, cet homme n'existait pas. C'était un masque. Et sous le masque, il y avait quelque chose de monstrueux. Mais ce n'était pas fini. Sous les photos, il y avait des cahiers. 3 cahiers à spirale. Le genre qu'on utilise à l'école. J'en ai ouvert un au hasard. L'écriture était celle d'Alain. Soignée, précise. Chaque page était remplie de notes, des observations, des descriptions, des fantaisies, des plans. Tout était écrit avec un détachement clinique, comme s'il documentait une expérience scientifique. Sauf que les sujets de cette expérience étaient des enfants réels avec des noms et des adresses et des horaires et des habitudes. J'ai refermé le cahier. Je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais plus voir. Je ne pouvais plus respirer. J'ai laissé tout tomber sur le sol et je me suis levée en titubant. Je suis allée à la salle de bain. Je me suis agenouillée devant les toilettes et j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans mon estomac. Jusqu'à ce que mon corps ne soit plus que des spasmes et des larmes. Quand j'ai enfin pu me relever, je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me fixait avait l'air d'avoir 100 ans. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Son visage était gris. Ses lèvres tremblaient. Je ne me reconnaissais pas, parce que celle que j'avais été 1 heure plus tôt n'existait plus. Cette Édith-là croyait encore que le monde avait du sens, que les gens étaient ce qu'ils semblaient être, que l'ordre et la respectabilité signifiaient quelque chose. Mais cette Édith-là était morte, et celle qui restait ne savait plus rien. Je suis retournée dans la chambre. J'ai ramassé tout ce qui était tombé de la boîte, les photos, les cahiers, chaque morceau de preuve. Je les ai remis exactement comme je les avais trouvés, parce que mon cerveau fonctionnait encore par automatisme. Parce que pendant toute ma vie, j'avais appris à remettre les choses en ordre. Même quand l'ordre n'avait plus aucun sens, j'ai remis la boîte sous le lit, exactement à l'endroit où elle était. J'ai vérifié que rien ne dépassait, que rien n'avait changé, que tout avait l'air exactement comme avant. Puis je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient encore. Elles ne s'arrêteraient peut-être jamais. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas dans l'escalier, lourds, réguliers, familiers. Les pas d'Alain qui rentraient plus tôt que prévu. Son manteau qui l'accrochait. Ses clés qu'il posait sur la console. Sa voix qui m'appelait. Édith. Tu es là, ma chérie. Je me suis levée. J'ai lissé ma jupe. J'ai essuyé mes yeux. J'ai pris une grande inspiration. Et je suis descendue le rejoindre avec un sourire qui ne venait pas de mon cœur, mais de 46 ans d'habitude. 46 ans à faire semblant que tout allait bien. 46 ans à maintenir l'ordre. 46 ans à protéger l'image. Il était dans la cuisine en train de se servir un verre d'eau. Quand il m'a vu, il m'a souri. Ce sourire doux et bienveillant que tout le monde connaissait. Ce sourire qui m'avait rassuré pendant des décennies. Ce sourire qui maintenant me donnait envie de hurler. « Tu es rentré tôt, toi aussi. » Il s'est approché et m'a embrassé sur la joue. Comme toujours, comme chaque jour depuis 46 ans. J'ai senti sa main sur mon épaule, chaude, familière,
monstrueuse. J'avais fini mes courses. Ma voix était calme, trop calme, exactement comme celle de Théo au téléphone quelques heures plus tôt. Il a hoché la tête. Il a bu son eau. Il a parlé de sa journée, d'un client difficile, d'une livraison en retard, de choses normales, de choses qui n'avaient plus aucune importance. Et pendant qu'il parlait, je le regardais. Vraiment. Pour la première fois depuis des années, je le voyais. Cet homme que j'avais épousé. Cet homme qui avait élevé mon fils. Cet homme qui cachait des horreurs sous notre lit conjugal. Et je me suis demandé combien de temps j'avais encore avant que tout explose. Combien de temps avant que Théo ne revienne. Avant qu'il n'exige des réponses. Avant que je ne doive choisir entre protéger l'ordre que j'avais passé ma vie à construire et protéger les enfants que cet homme avait photographiés en secret. Alain a posé son verre. Il m'a regardé avec ses yeux bleus que j'avais autrefois trouvés si rassurants. « Tu vas bien, ma chérie. Tu as l'air fatiguée. Je vais bien. Juste un peu de migraine. » Il a froncé les sourcils avec cette sollicitude parfaite qu'il savait si bien simuler. « Va te reposer. Je vais préparer le dîner ce soir. » J'ai hoché la tête. Je suis montée dans la chambre. Je me suis allongée sur le lit, le même lit sous lequel se trouvait l'épreuve de sa vraie nature, et j'ai fixé le plafond en me demandant comment j'allais survivre à cette nuit, comment j'allais dormir à côté de lui, comment j'allais faire semblant que rien n'avait changé alors que tout venait de s'effondrer. Le téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Théo. 4 mots seulement. « Tu as regardé maman ?» J'ai répondu « Oui ». 3 points clignotants. Puis un message plus long. « Je suis désolée que tu aies dû voir ça. Mais maintenant tu comprends. Maintenant tu sais pourquoi je ne peux plus faire semblant. Pourquoi je ne peux plus venir au dîner de famille et sourire comme si tout était normal. Pourquoi je ne peux plus l'appeler papa. Est-ce que tu me crois maintenant, maman? Est-ce que tu me crois enfin? » Les larmes coulèrent sur mes joues. Je ne pouvais plus les retenir. « Oui, mon trésor. Je te crois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'était la question. La seule qui comptait vraiment. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre que sa vie entière était une illusion? Quand l'homme qu'on a aimé et respecté pendant des décennies est un prédateur? Quand les enfants du quartier sont en danger et que personne ne le sait, sauf vous? Qu'est-ce qu'on fait quand le monde qu'on connaissait s'écroule et qu'il faut reconstruire quelque chose de nouveau sur les ruines? Je ne savais pas encore. Mais je savais une chose. Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus maintenir l'ordre. Je ne pouvais plus protéger l'image. Parce qu'il y avait quelque chose de plus important que l'ordre. Quelque chose de plus important que ma réputation ou mon confort ou ma tranquillité. Il y avait la vérité. Et il y avait les enfants. Et pour la première fois de ma vie, j'allais devoir choisir entre ce qui était facile et ce qui était juste. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Alain s'est endormi à côté de moi comme d'habitude. Sa respiration régulière. Son bras qui parfois se posait sur moi dans son sommeil. J'étais allongée dans le noir, les yeux grands ouverts, à fixer le plafond, en me demandant comment j'avais pu partager un lit avec cet homme pendant 46 ans sans jamais voir ce qu'il était vraiment. Sans jamais sentir que quelque chose clochait, mais peut-être que j'avais vu. Peut-être que j'avais senti. Et que j'avais choisi de ne pas regarder de trop près. Parce que regarder de trop près signifiait remettre en question tout ce sur quoi j'avais construit ma vie. Et j'avais tellement besoin de cette stabilité, tellement besoin de croire que cette fois-ci j'avais fait le bon choix, que cette fois-ci j'avais trouvé un homme bien, un homme sûr, un homme qui ne nous abandonnerait pas. Je repensais à notre première rencontre. C'était à l'église Notre-Dame de Grenoble, un dimanche matin de printemps, en 1969. Théo avait 8 ans. Il était assis à côté de moi pendant la messe, en balançant ses jambes, parce qu'il s'ennuyait. Après l'office, Alain s'était approché de nous, avec un sourire bienveillant. Il avait dit quelque chose de gentil à Théo, une remarque sur ses chaussures neuves ou sa cravate. Je ne me souviens plus exactement. Mais je me souviens de la façon dont Théo avait souri, de la façon dont il avait levé les yeux vers cet homme grand et élégant qui lui parlait comme s'il était important. Alain nous avait invités à prendre un café, puis un autre dimanche, puis un dîner. Il était patient, attentionné. Il ne se pressait jamais. Il posait des questions sur moi, sur Théo, sur nos vies,
Il écoutait vraiment les réponses. Après des années avec un mari qui ne m'écoutait jamais, c'était comme de l'eau fraîche dans le désert. Il m'avait raconté qu'il était veuf depuis 3 ans, que sa femme était morte d'un cancer, qu'il n'avait pas eu d'enfant et que c'était son plus grand regret. Quand il regardait Théo, je voyais quelque chose dans ses yeux que j'avais pris pour de la tendresse, pour de l'amour paternel. Maintenant, je me demandais ce que c'était vraiment. Maintenant, je me demandais si dès le début, il avait vu en mon fils quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'avais jamais voulu imaginer. Non, je refusais d'y penser. Théo était son fils adoptif. Légalement, officiellement. Alain l'avait élevé, il l'avait aimé, il l'avait protégé. Il ne pouvait pas, il n'aurait jamais. Mais alors pourquoi Théo avait-il cette peur dans la voix? Pourquoi disait-il qu'il ne pouvait plus rester seul avec lui? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que je ne savais pas encore? À 5 heures du matin, je me suis levée. Je ne pouvais plus rester allongée. Je suis descendue à la cuisine et j'ai fait du café. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé la moitié du marc sur le plan de travail. Je me suis assise à table avec ma tasse et j'ai regardé par la fenêtre. Le jour se levait lentement. Le ciel passait du noir au gris, au rose pâle. Les oiseaux commençaient à chanter. Tout semblait normal, paisible. Comme si le monde n'avait pas basculé la veille. Alain est descendu à 6h30 comme tous les matins. Il portait sa robe de chambre bleue, ses pantoufles en cuir. Il m'a embrassé sur le sommet de la tête en passant. « Bonjour ma chérie. Tu es debout tôt. Je n'arrivais pas à dormir. » Il s'est servi un café. Il s'est assis en face de moi. Il a ouvert le journal qu'il lisait chaque matin depuis des décennies. La routine, l'ordre. Tout exactement comme d'habitude. Sauf que rien n'était comme d'habitude. Parce que maintenant, je savais. Et savoir changeait tout. Je l'observais par-dessus ma tasse. Ses cheveux gris soigneusement peignés, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Ses mains qui tournaient les pages avec précision. Ses mains qui avaient tenu les miennes le jour de notre mariage. Ses mains qui avaient aidé Théo à faire ses lacets quand il était petit. Ses mains qui avaient pris des photos d'enfants en secret et écrit des choses obscènes dans des cahiers cachés sous notre lit. J'ai posé ma tasse. Alain. Il n'a pas levé les yeux du journal. Est-ce que tu as prévu quelque chose de spécial aujourd'hui? Non, rien de spécial. Pourquoi? Je me demandais juste si peut-être on pourrait dîner tous les 3 ce soir, avec Théo. Maintenant, il a levé les yeux. Il m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Théo a dit qu'il viendrait. Non, pas encore. Mais je pensais l'appeler. Cela fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée ensemble. Alain a hoché la tête lentement. Bien sûr, ma chérie, si c'est ce que tu veux. Il a replongé dans son journal. La conversation était terminée. Pour lui, tout était normal. Ou alors il jouait la comédie. Je ne savais plus rien. Après son départ pour la pharmacie à 8h, j'ai appelé Théo. Il a décroché à la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. « Maman, il faut qu'on parle, mon trésor. En personne, pas au téléphone. Je peux venir ce matin, j'ai posé ma matinée. Non, pas ici. Retrouve-moi au parc Paul Mistral, près du kiosque, dans 1 heure. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse poser des questions. J'ai pris mon manteau et mon sac. Je suis sortie de cette maison qui ne me semblait plus être la mienne. Les rues de Grenoble étaient déjà animées. Les gens allaient au travail, les enfants allaient à l'école. Tout le monde vaquait à ses occupations comme si le monde n'avait pas changé, comme si tout était normal. Le parc Paul Mistral était presque vide à cette heure. Quelques joggeurs, un homme avec son chien, une femme sur un banc qui lisait. Je me suis assise au kiosque et j'ai attendu. Le froid de janvier me pénétrait jusqu'aux os, mais je ne le sentais pas vraiment. J'étais engourdie, déconnectée de mon propre corps. Théo est arrivé 10 minutes plus tard. Il marchait vite, les mains dans les poches, les épaules rentrées. Quand il m'a vu, il a ralenti. Puis, il s'est assis à côté de moi. Pendant un long moment, ni l'un ni l'autre n'a parlé. On regardait juste devant nous. Les arbres nus, les allées désertes, le ciel gris. J'ai regardé. Ma voix était à peine un murmure. Je sais. Comment tu l'as su, Théo? Comment tu as su où chercher?
Il a fermé les yeux. Il a pris une grande inspiration comme s'il se préparait à plonger sous l'eau. Parce que ce n'est pas la première fois, maman. Ce n'est pas la première fois que je trouve quelque chose. Ce n'est pas la première fois que je sais. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a ouvert les yeux. Il m'a regardé. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Une douleur ancienne. Une blessure qui avait eu le temps de cicatriser en surface, mais qui saignait encore en dessous. J'avais 11 ans. J'étais rentrée de l'école plus tôt parce que j'étais malade. Alain était là. Il ne m'avait pas entendu entrer. Il était dans son bureau. La porte était entr'ouverte. Et j'ai vu ce qu'il regardait sur son ordinateur. Non. Le mot est sorti de ma bouche comme un sanglot. Non, Théo. Je n'ai rien dit, maman. Parce que j'avais peur. Parce que je ne savais pas ce que j'avais vu exactement. Parce que j'avais 11 ans et que je ne comprenais pas. Et puis le lendemain, il m'a parlé. Il m'a dit qu'il savait que j'étais rentrée, que j'avais vu. Il m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, personne ne me croirait. Que tu ne me croirais pas. Que tout le monde penserait que j'inventais. Que j'essayais de détruire notre famille. Il m'a dit que tu m'en voudrais. Que tu me détesterais. Que je perdrais tout. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Mon fils, mon petit garçon, avait porté ce secret pendant 23 ans, avait vécu avec cette peur, avec ce poids, et je n'avais rien vu, rien senti. J'avais cru que tout allait bien, que nous étions une famille heureuse. Pourquoi maintenant, Théo? Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce qu'il y a 1 mois, j'ai appris que mon voisin avait un fils de 10 ans. Et ce fils a commencé à venir chez nous pour que je l'aide avec ses devoirs d'informatique. Et un jour, Alain est passé me rendre visite. Il a vu le petit. Et j'ai vu la façon dont il le regardait, maman. Cette même façon. Et j'ai su que si je ne faisais rien maintenant, il recommencerait. Ou peut-être qu'il n'a jamais arrêté. Peut-être qu'il y a des enfants en ce moment qui vivent ce que j'ai vécu. Qui ont peur de parler. Qui pensent que personne ne les croira. Il avait raison. Mon fils avait raison surtout. J'étais celle qui avait tort, celle qui avait choisi de ne pas voir, celle qui avait protégé l'ordre plutôt que son propre enfant. Je suis désolée. C'est tout ce que j'ai pu dire. Je suis tellement désolée, mon trésor. Il a posé sa tête sur mon épaule, comme quand il était petit, comme quand il avait mal et qu'il cherchait du réconfort. Et nous sommes restés là, une mère et son fils, brisés par la même vérité, unis par la même douleur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux plus m'arrêter de penser à vous tous qui m'écoutez. À ceux qui ont peut-être un doute, un soupçon. Quelque chose qui ne va pas, mais que vous n'osez pas regarder en face. Je veux vous dire quelque chose avant de continuer. Ne faites pas comme moi. Ne détournez pas les yeux. Parce que chaque jour que vous attendez est un jour de plus où un enfant souffre. Un jour de plus où quelqu'un que vous aimez porte un secret qui le détruit de l'intérieur. Alors s'il vous plaît, laissez-moi un like si cette histoire vous touche. Abonnez-vous parce qu'il y en a une nouvelle chaque jour. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Parce que je veux savoir que je ne suis pas seule. Que vous êtes là. Que vous comprenez. Nous avons quitté le parc ensemble. Théo devait retourner au travail. Moi, je devais rentrer à la maison. Mais avant de nous séparer, je lui ai promis une chose. Je vais régler ça, mon chéri. Je ne sais pas encore comment, mais je te promets que je vais régler ça. Il m'a regardé avec des yeux qui voulaient tellement me croire, mais qui avaient peur d'espérer. D'accord, maman. Fais-moi confiance. Il a hoché la tête. Puis il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Une résolution. Une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pendant toute ma vie, j'avais été la femme qui s'adaptait, qui gardait la paix, qui maintenait l'ordre. Mais maintenant, l'ordre n'avait plus d'importance. La paix n'avait plus d'importance. Seule la vérité comptait. Seule la justice comptait. Je suis rentrée à la maison. J'ai monté l'escalier. Je suis entrée dans notre chambre. Et j'ai ressorti la boîte de sous le lit. Cette fois, je n'avais plus peur. Cette fois, j'avais un but. Je devais documenter.
Je devais comprendre l'étendue de ce qu'Alain avait fait. Je devais rassembler des preuves. J'ai ouvert à nouveau les cahiers. J'ai lu. Chaque page, chaque mot. C'était insoutenable. Chaque phrase me donnait envie de vomir. Mais je continuais, parce qu'il le fallait. Parce que si je voulais qu'on me croie, si je voulais que justice soit faite, je devais savoir exactement à quoi nous avions affaire. Les cahiers dataient de 2005 à 2014, presque 10 ans. 10 ans de surveillance, d'observation, de fantasmes écrits noir sur blanc. Il y avait des noms, des prénoms, des descriptions physiques, des horaires. Il notait quand tel enfant allait à la piscine, quand tel autre restait seul après l'école, quand les parents travaillaient, quand les occasions se présentaient. Certains noms, je les reconnaissais. Le fils de notre voisine, Madame Dubois, le neveu de notre ami Pierre, des enfants que j'avais vus grandir, des enfants qui venaient parfois à la maison, des enfants qu'Alain aidait soi, 10 ans, avec leurs devoirs. Mon Dieu, combien y en avait-il? Combien d'enfants avaient été dans sa ligne de mire, et combien avaient été plus que cela? Combien avaient été touchés, blessés, marqués à jamais? J'ai tout photographié avec mon téléphone portable, chaque page, chaque photo, méthodiquement. Même si mes mains tremblaient, même si je devais m'arrêter toutes les 5 minutes pour pleurer ou vomir ou juste respirer. J'ai tout documenté, puis j'ai tout remis exactement comme c'était. J'ai glissé la boîte sous le lit, j'ai vérifié que rien ne paraissait déranger, puis je suis descendue. J'ai appelé la gendarmerie. Une femme a répondu. Gendarmerie de Grenoble, bonjour. Bonjour. Je voudrais signaler quelque chose. Quelque chose de grave. De quoi s'agit-il, madame? Mon mari. Je crois qu'il représente un danger pour les enfants. Il y a eu un silence. Puis la voix est redevenue plus professionnelle, plus alerte. Pouvez-vous être plus précise, madame? J'ai trouvé des photos, des cahiers, des choses qu'il a cachées, des choses qui concernent des enfants du quartier. Où êtes-vous en ce moment, madame? Chez moi. Êtes-vous en sécurité? Oui, il n'est pas là. Il travaille. Bien. Je vais prendre vos coordonnées et quelqu'un va venir vous voir cet après-midi. Pouvez-vous me donner votre nom et votre adresse? Je lui ai tout donné. Mon nom, mon adresse, le nom d'Alain, son lieu de travail. Elle a noté tout cela avec efficacité. Puis elle m'a dit qu'un gendarme passerait me voir vers 14 heures, que je ne devais toucher à rien, que je ne devais rien dire à mon mari, que je devais agir normalement. Agir normalement. Comme si c'était possible. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé l'heure. 10h30. Alain rentrerait pour le déjeuner à 12h30 comme tous les jours. J'avais 2 heures. 2 heures pour me préparer à faire semblant que tout allait bien. 2 heures avant de jouer le rôle de ma vie. Il est rentré pile à l'heure. Souriant, détendu. Il a accroché son manteau. Il est venu m'embrasser. Comment s'est passée ta matinée, ma chérie? Bien. Tranquille. Et toi? Beaucoup de monde à la pharmacie. Les gens s'inquiètent de la grippe. Il a ri. Comme si c'était drôle. Comme si tout était normal. Nous avons déjeuné ensemble. J'avais préparé une salade et du pain. Je n'avais aucun appétit, mais je me forçais à manger. À hocher la tête quand il parlait. À sourire au bon moment. C'était surréaliste, être assise là, en face de cet homme, à quelques heures de sa destruction, et faire semblant que rien n'avait changé. Après le déjeuner, il est reparti travailler. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, je me suis effondrée. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années, depuis la mort de ma mère, depuis le départ du père de Théo. Depuis toutes les fois où ma vie s'était brisée et où j'avais dû ramasser les morceaux. À 14 heures précises, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. 2 gendarmes, un homme et une femme, la trentaine tous les deux. Des visages sérieux, mais pas durs. Madame Lemoine. Oui, entrez s'il vous plaît. Ils sont entrés. Ils se sont assis dans le salon. J'ai fermé les rideaux, même si c'était l'après-midi. Je ne voulais pas que les voisins voient, je ne voulais pas encore que tout le monde sache. La femme a sorti un carnet. « Madame Lemoine, vous avez appelé ce matin pour signaler des éléments concernant votre mari. »« Oui. »« Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez trouvé ?» J'ai tout raconté. Le coup de téléphone de Théo,
la boîte sous le lit, les photos, les cahiers. Ma voix tremblait, mais je continuais. Je leur ai montré les photos que j'avais prises sur mon téléphone. Ils regardaient avec des visages de plus en plus graves. « Madame, nous allons devoir saisir ces éléments. Pouvez-vous nous montrer où se trouve exactement cette boîte ?» Je les ai emmenés à l'étage, je leur ai montré, ils ont mis des gants, ils ont sorti la boîte, ils ont tout photographié, tout mis dans des sacs plastiques, des preuves, des pièces à conviction. Votre mari rentre à quelle heure habituellement ? 18 heures. L'homme a regardé sa montre. Nous allons rester ici. Nous voulons lui parler quand il rentrera. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. D'accord. Nous avons attendu. 3h30 d'attente. Les gendarmes dans le salon. Moi dans la cuisine, incapable de rester assise, incapable de tenir en place. Je faisais les 100 pas. Je regardais par la fenêtre. Je priais. Pas depuis des années que je n'avais pas vraiment prié. Mais là, dans cette cuisine, en attendant que ma vie explose, je priais. Mon Dieu, aidez-moi. Mon Dieu, protégez Théo. Mon Dieu, faites que justice soit faite. À 18h05, j'ai entendu la voiture d'Alain dans l'allée. Mon sang s'est glacé. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Ses pas, sa voix. Edith, je suis rentrée. Je suis sortie de la cuisine. Je l'ai regardé. Et j'ai vu le moment exact où il a compris, où il a vu les gendarmes dans notre salon, où son visage a changé, où le masque a commencé à glisser. Monsieur Lemoine, Gendarmerie nationale, nous avons besoin de vous parler. Il m'a regardé. Ses yeux étaient froids maintenant, durs. Plus rien du gentil Alain, plus rien de l'homme que j'avais cru connaître. Qu'est-ce que tu as fait, Edith ? J'ai juste dit la vérité, Alain. C'est tout. Et dans ce moment, j'ai compris que j'avais pris une décision, que j'avais choisi. Entre lui et Théo, entre le mensonge et la vérité, entre l'ordre que j'avais passé ma vie à protéger et la justice qui méritait d'être rendue. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi de ne pas détourner les yeux. Les gendarmes ont emmené Alain au poste pour l'interroger. Ils lui ont dit qu'il pouvait appeler un avocat. Ils lui ont lu ses droits. Et pendant tout ce temps, il me regardait. Pas avec de la colère, pas avec de la surprise, mais avec quelque chose de pire, du mépris, comme si j'avais trahi quelque chose de sacré, comme si c'était moi le monstre. « Edith, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Tu ne sais pas ce que tu viens de détruire. » Sa voix était calme, trop calme. La même voix qu'il utilisait pour me rassurer quand j'étais inquiète. La même voix qu'il utilisait pour parler aux enfants du quartier. Cette voix que tout le monde trouvait si apaisante. Maintenant, elle me glaçait le sang. Je sais exactement ce que je viens de faire, Alain. J'aurais dû le faire il y a des années. Il a ri. Un rire bref et dur. Tu penses que tu es une héroïne maintenant. Tu penses que tu as sauvé quelqu'un. Mais tout ce que tu as fait, c'est détruire notre famille, notre réputation, notre vie. Pourquoi ? Pour des photos, pour des mots dans des cahiers. Je n'ai jamais touché personne, Edith. Jamais. Les gendarmes l'ont interrompu. Monsieur Lemoine, nous devons y aller maintenant. Ils l'ont emmené, menottes au poignet, à travers notre salon, notre entrée, notre porte d'entrée. Les voisins étaient dehors. Madame Dubois qui promenait son chien. Monsieur Bernard qui taillait sa haie. Ils ont tous vu. Ils ont tous regardé Alain Lemoine, le pharmacien respectable, se faire emmener par la gendarmerie. Je suis restée sur le perron, incapable de bouger, incapable de respirer. La femme gendarme est revenue vers moi. Elle a posé une main sur mon bras. « Madame Lemoine, vous avez fait ce qu'il fallait. Je sais que c'est difficile, mais vous avez fait ce qu'il fallait. » Difficile. Le mot était tellement insuffisant. Ce n'était pas difficile. C'était impossible. C'était comme arracher mon propre cœur. C'était comme détruire le seul monde que je connaissais. Mais c'était nécessaire. Et pour la première fois de ma vie, j'avais choisi le nécessaire plutôt que le confortable. J'ai appelé Théo. Il est venu immédiatement. Quand il est arrivé, il m'a trouvée assise dans le salon dans le noir. Je n'avais pas allumé les lumières. Je n'avais pas bougé depuis le départ des gendarmes. J'étais juste là, vide, épuisée, brisée. Maman.
Il s'est agenouillé devant moi. Il a pris mes mains dans les siennes. Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Je ne pouvais pas faire autrement, mon trésor. Il m'a serré dans ses bras. Et pour la première fois depuis cette conversation au téléphone la veille, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Une tension que je portais depuis si longtemps que je ne me souvenais même plus comment c'était de vivre sans elle. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps, une mère et son fils, tenant l'un à l'autre dans les ruines de ce qui avait été notre vie. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. L'arrestation d'Alain a fait la une du journal local. Pharmacien de Grenoble arrêté pour détention d'images d'enfants. Les journalistes sont venus sonner à ma porte. Les voisins me regardaient avec un mélange de pitié et de suspicion. Comment avais-je pu ne pas savoir? Comment avais-je pu vivre avec lui pendant toutes ces années sans me rendre compte? Je me posais les mêmes questions, chaque nuit, chaque jour. Comment avais-je pu être aussi aveugle, aussi naïve, aussi stupide? Madame Dubois, la voisine, est venue me voir 3 jours après l'arrestation. Elle a sonné à la porte avec un air gêné. Quand je lui ai ouvert, elle ne savait pas où regarder. « Edith, je voulais juste vous dire que je suis désolée pour ce que vous traversez. Merci, Claudine. » Elle a hésité. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Mon fils, Lucas. Il a 13 ans maintenant. Il y a 2 ans, il allait chez vous pour que Monsieur Lemoine l'aide avec ses mathématiques. Vous vous souvenez? » Je me souvenais. Alain aidait plusieurs enfants du quartier avec leurs devoirs. C'était une de ses bonnes actions. Une des choses que tout le monde admirait chez lui. Oui, je me souviens. Lucas n'a jamais voulu me dire pourquoi, mais après quelques mois, il a refusé d'y retourner. Il disait juste qu'il n'aimait pas ça, qu'il préférait se débrouiller seul. J'ai pensé qu'il était juste paresseux, qu'il ne voulait pas faire l'effort. Maintenant, je me demande. Sa voix s'est brisée. Je me demande ce qui s'est passé, ce que votre mari a fait. Si mon fils. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Elle pleurait. Et moi aussi je pleurais. Parce que je comprenais. Lucas était un des noms dans les cahiers. Un des enfants qu'Alain avait observé, documenté. Peut-être plus, peut-être bien plus. Je suis désolée, Claudine. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Si j'avais su. Elle a hoché la tête. Elle est partie sans rien ajouter. Et je suis restée là sur le pas de ma porte à réaliser l'étendue des dégâts. Combien d'enfants, combien de familles, combien de vies marquées par cet homme que j'avais épousé, que j'avais aimé, que j'avais défendu. Je dois m'arrêter un instant. Mes mains tremblent rien qu'en me souvenant de cette période. Mais avant de continuer, je veux vous dire quelque chose. Si vous êtes parents, si vous avez des enfants dans votre vie, s'il vous plaît, écoutez-les. Vraiment, quand ils disent qu'ils ne veulent pas aller quelque part, quand ils disent qu'ils n'aiment pas quelqu'un, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, écoutez-les, parce que les enfants savent des choses. Ils sentent des choses. Et parfois, ils essaient de nous dire, mais on ne les entend pas. Alors, s'il vous plaît, laissez un like si cette histoire vous touche. Abonnez-vous pour les nouvelles histoires chaque jour. Et dites-moi, dans les commentaires, où vous êtes et quelle heure il est. Parce que savoir que vous êtes là, ça m'aide à continuer. Maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. L'enquête a duré 3 mois. 3 mois pendant lesquels les gendarmes ont fouillé notre maison. Notre ordinateur, nos téléphones. Ils ont interrogé tous les enfants dont les noms apparaissaient dans les cahiers. Tous les parents. Tous les voisins. Ils ont reconstruit 10 ans de la vie d'Alain, 10 ans de mensonges et de manipulations. Théo a dû témoigner. Raconter ce qu'il avait vu quand il avait 11 ans. Raconter comment Alain l'avait menacé. Comment il avait vécu avec cette peur pendant 23 ans. C'était déchirant de l'entendre. De réaliser que mon fils avait porté ce poids tout seul. Que j'avais été là à côté de lui pendant toutes ces années et que je n'avais rien vu. 4 autres enfants se sont manifestés. 4 garçons qui avaient maintenant entre 15 et 20 ans. Qui avaient été aidés par Alain avec leurs devoirs. Qui avaient passé du temps seuls avec lui. Tous racontaient la même chose. Des commentaires déplacés, des touches inappropriées présentées comme de l'affection paternelle,
des photos prises sans permission. Une atmosphère de malaise qu'ils n'arrivaient pas à nommer, mais qu'ils ressentaient dans leurs tripes. Aucun n'avait parlé à l'époque. Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne savaient pas comment dire, parce qu'Alain était respecté, parce que leurs parents pensaient qu'il était merveilleux, parce que qui les aurait crus? L'avocat d'Alain essayait de minimiser. C'était juste des photos, juste des mots. Pas d'actes, pas de contact physique avéré, pas de preuves concrètes d'abus. Mais le procureur était déterminé. Il y avait assez. Assez pour l'inculper. Assez pour que la justice soit rendue. Pendant ce temps, j'essayais de reconstruire ma vie. J'ai déménagé. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. Chaque pièce portait sa marque. Chaque meuble me rappelait qui il était vraiment. J'ai trouvé un petit appartement près du centre-ville. 2 pièces. Simple, propre, sans histoire. Théo venait me voir tous les jours. Il s'inquiétait pour moi. Il voyait bien que je ne dormais plus, que je ne mangeais plus, que je me laissais dépérir. Mais je ne savais pas comment faire autrement. Comment vivre avec ce poids, cette culpabilité, cette honte. Un soir, il m'a apporté quelque chose, une enveloppe. Il l'a posée sur la table devant moi. Qu'est-ce que c'est, mon trésor? Une lettre. De Lucas, le fils de Madame Dubois. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier couverte d'une écriture d'adolescent. Chère Madame Lemoine, je voulais vous dire merci. Merci d'avoir eu le courage de faire ce que ma mère n'a pas fait, ce que mes professeurs n'ont pas fait, ce que personne n'a fait. Pendant 2 ans, j'ai pensé que c'était moi le problème, que j'étais bizarre de me sentir mal à l'aise avec votre mari, que j'imaginais des choses. Maintenant, je sais que ce n'était pas moi, c'était lui. Et grâce à vous, il ne pourra plus faire ça à d'autres enfants. Merci de nous avoir crus. Lucas. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré, parce que pour la première fois depuis des mois, je sentais que peut-être j'avais fait la bonne chose, que peut-être toute cette douleur, toute cette destruction avait un sens. Théo s'est assis à côté de moi. Il m'a pris la main. Tu vois, maman, tu as sauvé des enfants. Peut-être que tu ne m'as pas sauvé moi à l'époque, mais tu as sauvé d'autres enfants maintenant. Et ça compte énormément. Le procès a eu lieu en juin 2015, 6 mois après l'arrestation d'Alain. Je n'étais pas sûre de vouloir y aller, de pouvoir supporter de le revoir, de l'entendre parler, de l'entendre se défendre. Mais Théo m'a convaincue. Il faut que tu viennes, maman. Il faut que tu le regardes en face, que tu sois là quand la vérité sera dite officiellement, que tu vois que tu as eu raison. Alors j'y suis allée. J'ai mis ma plus belle robe, celle que je portais pour les grandes occasions. J'ai relevé mes cheveux, j'ai mis du rouge à lèvres. Pas pour être belle, mais pour être forte, pour me donner une contenance, pour ne pas m'effondrer. Le tribunal était bondé, les familles des victimes, les journalistes, les curieux. Tout le monde voulait voir le pharmacien respectable tomber. Tout le monde voulait entendre les détails sordides. Alain est entré me noter. Il avait maigri. Ses cheveux avaient été blanchis. Il avait l'air vieux, fatigué, brisé. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Puis, je me suis souvenu des cahiers, des photos, des enfants. Et la pitié s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus froid. Il m'a regardé. Nos yeux se sont croisés. J'ai soutenu son regard. Je ne me suis pas détournée. Pour la première fois depuis 46 ans, je l'ai regardé vraiment, sans illusion, sans mensonge, sans rien qui adoucisse la vérité. Le procureur a lu l'acte d'accusation. Détention d'images à caractère pédopornographique, atteinte sexuelle sur mineur, corruption de mineurs. Chaque chef d'accusation tombait comme un coup de marteau. Chaque mot était un clou dans le cercueil de l'homme que j'avais cru connaître. Les témoignages ont commencé. Théo en premier. Il s'est levé. Il a raconté son histoire avec une voix calme mais ferme. Ce qu'il avait vu à 11 ans. Comment Alain l'avait menacé. Comment il avait vécu avec cette peur. Le juge l'écoutait avec attention. Les jurés prenaient des notes, et Alain regardait ailleurs, incapable de faire face à son fils. Puis Lucas. Puis les 3 autres garçons.
chacun racontant sa version, ses souvenirs, son malaise, sa peur. Leur courage me coupait le souffle. Ces jeunes hommes qui se tenaient debout devant toute cette salle et racontaient les choses les plus difficiles de leur vie, pour que justice soit faite, pour protéger d'autres enfants. L'avocat d'Alain a essayé de les déstabiliser. Êtes-vous vraiment sûr de vos souvenirs? Cela fait des années. Peut-être que vous vous trompez. Peut-être que vous exagérez. Peut-être que vous avez été influencé par tout le bruit médiatique. Mais ils ont tenu bon, tous. Ils étaient sûrs. Ils se souvenaient. Ils disaient la vérité. Puis est venu mon tour. Le procureur m'a appelé à la barre. Madame Lemoine, pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert ce que votre mari faisait? J'ai respiré profondément. J'ai regardé le juge, les jurés, les gens dans la salle, et j'ai raconté. Le coup de téléphone de Théo, la boîte sous le lit, les photos, les cahiers, ma décision d'appeler la gendarmerie. Comment avez-vous pu vivre avec lui pendant toutes ces années, sans vous rendre compte de rien? La question que tout le monde se posait. La question que je me posais moi-même chaque nuit. Parce que je ne voulais pas voir. Parce que j'avais construit ma vie autour de l'idée qu'il était un homme bien. Parce que remettre ça en question signifiait remettre en question tout. Mon mariage, mes choix, ma vie entière. Alors j'ai choisi de ne pas regarder de trop près, de ne pas poser de questions, de maintenir l'ordre plutôt que de chercher la vérité. Et c'est ma plus grande honte, mon plus grand regret. Il y a eu un silence dans la salle. Puis le procureur a demandé « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cette fois vous avez regardé ?» Parce que mon fils m'a forcé à choisir, entre lui et Alain, entre le mensonge confortable et la vérité difficile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai choisi la vérité, même si ça devait tout détruire. Le verdict est tombé 3 jours plus tard, coupable sur tous les chefs d'accusation. 8 ans de prison ferme, inscription au fichier des délinquants sexuels, interdiction de travailler avec des mineurs, obligation de soins, 8 ans. Cela semblait beaucoup. Cela semblait insuffisant. 8 ans pour 10 ans de prédation. 8 ans pour combien d'enfants marqués à jamais. 8 ans pour une vie de mensonge. Quand le juge a prononcé la sentence, Alain s'est effondré. Il a pleuré. Des larmes qui coulaient sur son visage vieilli. Des sanglots qui secouaient ses épaules. Je l'ai regardé pleurer et je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni satisfaction, ni soulagement. Juste du vide. Juste une immense fatigue. Théo m'a prise dans ses bras. « C'est fini, maman. C'est vraiment fini. » Mais ce n'était pas fini. Pas vraiment. Parce que les conséquences de tout ça allaient continuer longtemps après que les portes de la prison se soient refermées sur Alain. Les enfants qu'il avait blessés allaient porter ses cicatrices toute leur vie. Les familles qu'il avait trompées allaient devoir reconstruire leur confiance. Et moi, j'allais devoir apprendre à vivre avec la culpabilité d'avoir été aveugle pendant si longtemps. Mais au moins maintenant la vérité était dite. Au moins maintenant les enfants étaient protégés. Au moins maintenant, il y avait de la justice. Imparfaite, incomplète, mais réelle. Je suis sortie du tribunal ce jour-là, et pour la première fois depuis des mois, j'ai levé les yeux vers le ciel. Il faisait beau. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. La vie continuait. Et moi aussi j'allais continuer. Différente. Brisée par endroits. Mais plus forte aussi. Plus vraie. Parce que j'avais appris quelque chose. Que l'ordre et l'apparence ne valent rien s'ils cachent la souffrance. Que la respectabilité ne signifie rien si elle est construite sur des mensonges. Que parfois il faut tout détruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de vrai. Et que le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'avoir peur et de faire quand même ce qui est juste. Les mois qui ont suivi le procès ont été étranges. Comme vivre dans un monde dont les règles avaient changé, mais où personne ne m'avait expliqué les nouvelles. Je me réveillais chaque matin dans mon petit appartement, et pendant quelques secondes, j'oubliais. Puis, tout me revenait d'un coup. Alain était en prison. Mon mariage était terminé. Ma vie, telle que je la connaissais, n'existait plus. J'ai commencé à voir une psychologue. Théo insistait. « Maman, tu ne peux pas porter tout ça toute seule, tu as besoin d'aide. » Au début, j'ai résisté. Dans ma génération, on ne parlait pas de ces choses à des étrangers.
On gardait ses problèmes pour soi. On se débrouillait. Mais Théo ne lâchait pas l'affaire. Alors finalement, j'ai accepté. Elle s'appelait Dr Marianne Garnier, une femme de 50 ans avec des yeux doux et une voix apaisante. Son cabinet se trouvait près du parc. Une petite pièce avec des fauteuils confortables et des plantes vertes. Un endroit qui respirait le calme. La première séance, j'ai pleuré pendant 1 heure. Je n'arrivais même pas à parler. Je pleurais juste. Toutes les larmes que j'avais retenues pendant des mois. Toute la douleur que j'avais enfouie. Elle m'a laissé pleurer. Elle ne m'a pas pressée. Elle ne m'a pas jugée. Elle était juste là. À la 2e séance, j'ai commencé à parler, à raconter mon histoire, mon premier mariage, Théo, Alain, la boîte sous le lit, le procès, tout. Edith, vous sentez-vous coupable? Évidemment que je me sens coupable. J'ai vécu avec cet homme pendant 46 ans. J'ai partagé son lit, sa vie. Comment ai-je pu ne rien voir? Vous savez ce que je pense. Je pense qu'une partie de vous savait, qu'une partie de vous sentait que quelque chose n'allait pas. Mais vous avez choisi de ne pas regarder de trop près, parce que regarder signifiait tout perdre. Alors c'est ma faute. Si j'avais regardé plus tôt, peut-être que... Non. Elle m'a interrompu fermement. Ce n'est pas votre faute. La seule personne responsable des actes d'Alain, c'est Alain. Vous avez fait ce que vous pouviez avec les outils que vous aviez à l'époque. Et quand vous avez vraiment su, vous avez agi. Vous avez choisi de protéger les enfants plutôt que de protéger votre confort. C'est du courage, Edith, pas de la culpabilité. Ces mots m'ont touchée, mais je n'étais pas sûre d'y croire. Pas encore. Au fil des semaines, j'ai commencé à comprendre des choses, à voir des schémas que je n'avais jamais vus avant. Comment Alain m'avait manipulée. Comment il avait construit cette image de l'homme parfait. Comment il avait utilisé ma peur de l'abandon pour me garder sous contrôle. Comment toute notre vie ensemble avait été une performance soigneusement orchestrée. Vous savez ce qui me fait le plus mal? Ce n'est même pas ce qu'il a fait. C'est que rien n'était réel. Nos conversations, nos rires, nos moments ensemble. Tout était faux. J'ai vécu 46 ans avec un étranger qui jouait un rôle. Peut-être, ou peut-être qu'une partie était réelle. Les gens sont complexes, Edith. Alain pouvait être un bon mari pour vous à certains moments et un prédateur à d'autres. Les deux peuvent coexister. C'est horrible à accepter. Mais c'est souvent la vérité. Je ne sais pas si cela me réconfortait ou si cela rendait les choses encore plus difficiles. Mais j'écoutais. J'essayais de comprendre. J'essayais de reconstruire une version de moi-même qui pouvait vivre avec tout ça. Théo venait me voir tous les mercredis soirs. On dînait ensemble. Des plats simples, des pâtes, une salade. Rien de compliqué. Mais c'était nos moments à nous. Nos moments de reconstruction. Un soir, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Maman, tu sais ce que j'admire le plus chez toi. C'est que tu n'as pas essayé de le défendre. Quand les preuves étaient là, tu ne les as pas ignorées. Tu ne m'as pas dit que j'exagérais. Tu m'as cru. Et ça a tout changé pour moi. C'était la moindre des choses, mon trésor. » Non. Beaucoup de mères n'auraient pas fait ça. Beaucoup auraient choisi leur mari, leur confort, leur réputation. Mais toi, tu m'as choisi moi. Tu as choisi la vérité. Ces mots m'ont fait du bien. Plus que je ne l'aurais cru, parce que pendant des mois, je m'étais sentie comme la pire mère du monde. Celle qui n'avait pas vu, qui n'avait pas protégé. Mais peut-être que j'avais aussi été celle qui avait finalement fait ce qu'il fallait, même si c'était tard, même si ce n'était pas parfait. Je n'arrive toujours pas à croire que je dis cela à voix haute. Pendant des années, j'ai gardé cela enfermé en moi. Mais si vous êtes toujours là, toujours à écouter, je veux vous remercier. Cela signifie le monde pour moi. D'où regardez-vous ce soir? Où est-ce le matin chez vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas fou, que son instinct est juste, s'il vous plaît, partagez ceci avec eux. Abonnez-vous si vous voulez entendre ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce que je vais vous dire a tout changé. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. De la prison. D'Alain. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu son écriture sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité a été plus forte. Ou peut-être le besoin de comprendre. De savoir ce qu'il avait à dire pour lui-même. Chère Edith, tu me manques. La maison me manque. Notre vie me manque.
Je sais que tu es en colère. Je sais que tu penses que j'ai fait quelque chose de terrible. Mais tu ne comprends pas. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. C'était juste des pensées, des images, des mots. Rien de réel, rien de grave. Les gens exagèrent. Ils transforment quelque chose d'innocent en quelque chose de monstrueux. Et maintenant, je suis ici, enfermé, traité comme un criminel. À cause de toi. À cause de ta décision de tout détruire. Je t'en veux, Edith. Je t'en veux énormément. Mais je t'aime aussi. Et j'espère qu'un jour tu comprendras. Qu'un jour tu me pardonneras. Alain. J'ai relu la lettre 3 fois. À chaque lecture, ma colère grandissait. Il ne comprenait toujours pas. Il ne voyait toujours pas. Il se présentait comme la victime. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Comme si les enfants qu'il avait observés, photographiés, fantasmés n'existaient pas vraiment. Comme si leurs blessures n'étaient pas réelles. J'ai pris un stylo. J'ai écrit une réponse. Courte. Directe. Alain. Je ne te pardonne pas. Je ne te pardonnerai jamais. Ce que tu as fait n'était pas innocent. C'était calculé, délibéré, prédateur. Tu as blessé mon fils, tu as blessé d'autres enfants, tu as détruit des vies, et tu continues à te mentir à toi-même, à te présenter comme une victime. Mais tu n'es pas une victime. Tu es un coupable, et je suis contente que tu sois en prison, parce que là-bas, tu ne peux faire de mal à personne. Ne m'écris plus jamais. Edith, j'ai envoyé la lettre. Et j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Une colère qui était restée coincée. Une vérité que je devais dire. C'était fini. Vraiment fini. Je n'avais plus rien à lui dire. Plus rien à espérer de lui. Plus aucun lien. Le divorce a été prononcé quelques mois plus tard. Rapide. Simple. Aucune contestation. Alain a tout accepté. Peut-être parce qu'il savait qu'il n'avait pas le choix. Peut-être parce qu'il espérait encore que sa coopération me ferait changer d'avis. Je ne sais pas. Je ne voulais pas savoir. J'ai repris mon nom de jeune fille. Edith Moreau. Le nom que mes parents m'avaient donné. Le nom que j'avais abandonné 2 fois pour des hommes qui n'en valaient pas la peine. 7 fois, je le gardais. 7 fois, c'était pour moi. Théo organisait des dîners avec les autres victimes et leurs familles. Des moments pour se retrouver, pour partager, pour guérir ensemble. Il m'a invité à venir. Au début, j'ai refusé. Comment pouvais-je affronter ces familles? Comment pouvais-je regarder ces mères dans les yeux en sachant que c'était mon mari qui avait fait du mal à leur fils? Mais Théo insistait. Elles veulent te rencontrer, maman. Elles veulent te dire merci. Alors j'y suis allée. C'était chez Théo. Dans son appartement lumineux avec vue sur les montagnes. Il y avait Madame Dubois et Lucas. Madame Fontaine et son fils Jules. Monsieur et Madame Petit et leur fils Antoine. Tous ceux qui avaient témoigné. Tous ceux qui avaient eu le courage de parler. Quand je suis entrée, il y a eu un silence. Puis Madame Dubois s'est approchée de moi. Elle m'a prise dans ses bras. Merci, Edith. Merci d'avoir fait ce que j'aurais dû faire, ce que nous aurions tous dû faire. Les autres ont acquiescé. Ils m'ont remercié. Ils m'ont dit que sans moi, Alain serait encore libre, que sans moi, d'autres enfants auraient été en danger, que sans moi, la vérité serait restée cachée. Je ne mérite pas vos remerciements. C'est moi qui aurais dû voir plus tôt, qui aurais dû protéger vos enfants avant. Madame Fontaine a secoué la tête. Vous avez fait ce que vous pouviez quand vous avez su. C'est tout ce qu'on peut demander. Personne n'est parfait. Mais vous avez été courageuse. Vous avez sacrifié votre confort, votre sécurité, votre réputation pour faire ce qui était juste. C'est énorme. Ce soir-là, on a parlé pendant des heures. De nos enfants, de ce qu'ils avaient traversé, de comment ils allaient maintenant. Lucas voulait devenir psychologue pour aider d'autres enfants qui avaient vécu des traumatismes. Jules avait rejoint un groupe de parole pour victimes d'abus. Antoine écrivait ses mémoires. Il se reconstruisait, chacun à sa manière, chacun à son rythme. Et moi aussi je me reconstruisais, lentement, avec des hauts et des bas, des jours où je me sentais forte et des jours où je ne voulais pas sortir du lit. Mais je continuais, parce que je devais, parce que j'avais encore des choses à faire, des choses à réparer.
J'ai commencé à faire du bénévolat dans une association qui aidait les victimes d'abus sexuels. Au début, je ne savais pas si j'avais ma place là. Moi, l'épouse du coupable. Moi, celle qui n'avait pas vu. Mais la directrice m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Edith, vous comprenez les deux côtés. Vous comprenez comment les prédateurs fonctionnent, comment ils manipulent, comment ils construisent leur façade. Et vous comprenez aussi la culpabilité des proches qui n'ont pas vu. Vous pouvez aider de manière unique, parce que vous êtes passé par là. Alors j'ai aidé. J'ai écouté des femmes qui découvraient que leur mari, leur frère, leur père était un prédateur. J'ai tenu leurs mains pendant qu'elles pleuraient. J'ai partagé mon histoire. J'ai dit ce que j'aurais voulu qu'on me dise. Ce n'est pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir. Il était expert en tromperie. Mais maintenant que vous savez, vous avez le pouvoir de faire ce qui est juste. Certaines m'écoutaient. D'autres me rejetaient. Elles choisissaient de croire leur mari, de nier les preuves, de blâmer les victimes. Je les comprenais, parce que j'aurais pu être elle, si Théo ne m'avait pas forcé à regarder, si je n'avais pas eu le courage de choisir la vérité. J'aurais pu rester dans le déni jusqu'à la fin. Mais je ne les jugeais pas. Je leur disais juste, la porte est ouverte. Quand vous serez prête, quand vous pourrez affronter la vérité, je serai là. 1 an après le procès, Théo m'a annoncé qu'il allait se marier, avec une femme merveilleuse nommée Sophie, une institutrice avec un rire contagieux et un cœur immense. Ils s'étaient rencontrés pendant les sessions de thérapie de groupe. Elle aussi avait traversé des choses difficiles. Elle aussi se reconstruisait. Le mariage a eu lieu en septembre 2016, une cérémonie simple dans un jardin, avec juste la famille proche et quelques amis. Pas de grande célébration, pas de faste, juste de l'amour et de la vérité. Théo m'a demandé de faire un discours. « Maman, j'ai besoin que tu dises quelque chose, que tu expliques aux gens ce que tu m'as appris. Qu'est-ce que je t'ai appris, mon trésor? Tu m'as appris à moi. Tu m'as appris que ce n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Que le courage, ce n'est pas de ne jamais se tromper. C'est de reconnaître ses erreurs et de les réparer. Tu m'as appris ça. » Alors j'ai parlé. Devant tous ces gens, j'ai raconté notre histoire, pas dans les détails sordides, mais dans les grandes lignes. J'ai dit comment Théo avait eu le courage de me dire la vérité, comment j'avais eu le courage de l'écouter, comment ensemble on avait fait ce qui était nécessaire, même si c'était douloureux. Et j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute avant. Je suis fière de mon fils, fière de l'homme qu'il est devenu, pas malgré ce qu'il a traversé, mais en partie à cause de ça. Parce que la souffrance, quand elle ne nous détruit pas, nous transforme. Et Théo a choisi de se laisser transformer en quelqu'un de plus fort, de plus compatissant, de plus vrai. Il y a eu des larmes, des applaudissements, des étreintes. Et dans ce moment, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la joie, pure et simple. Mon fils était heureux. Il avait trouvé l'amour. Il construisait une vie. Et j'avais joué un rôle dans ça. Pas parfait, pas sans erreur, mais réel. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé les étoiles. Le ciel était clair. Les montagnes se dessinaient au loin. Grenoble s'étendait en contrebas avec ses lumières qui scintillaient. C'était ma ville, mon chez moi. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place. Pas guérie, pas sans cicatrice, mais vivante, vraiment vivante. Parce que j'avais choisi la vérité. Et la vérité même, quand elle fait mal, libère toujours à la fin. 3 ans ont passé depuis le procès. 3 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre une vie que je n'avais jamais imaginée. Une vie sans Alain, sans les mensonges, sans l'ordre parfait qui cachait la pourriture. Une vie où je peux me regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Théo et Sophie ont eu un bébé il y a 6 mois. Une petite fille qu'ils ont appelée Céleste. Quand ils m'ont annoncé la nouvelle, Théo m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. « Maman, tu seras la grand-mère que tu n'as pas pu être pour moi quand j'étais petit. Celle qui protège, celle qui voit, celle qui croit les enfants quand ils parlent. » La première fois que j'ai tenu Céleste dans mes bras, j'ai pleuré. Elle était si petite, si fragile, si parfaite. Ses petits doigts qui se refermaient sur les miens. Ses yeux qui me fixaient avec cette intensité que seuls les nouveau-nés ont. Et je me suis fait une promesse.
Je serai là pour elle. Je la protégerai. Et si un jour elle essaie de me dire quelque chose d'important, je l'écouterai. Vraiment. Sans détourner les yeux. Sans chercher à préserver mon confort. Théo me fait confiance avec elle. Il me la confie pour des après-midi entières. On se promène dans le parc. On regarde les canards sur le lac. On chante des comptines. Des moments simples. Des moments vrais. Des moments que je n'aurais jamais eus si je n'avais pas fait ce choix il y a 3 ans. Sophie m'a dit une fois « Edith, vous savez ce que j'admire le plus chez vous. C'est que vous n'avez pas laissé votre erreur vous définir. Oui, vous n'avez pas vu pendant longtemps. Oui, vous avez fait des erreurs. Mais quand vous avez compris, vous avez agi. Et maintenant, vous utilisez votre expérience pour aider les autres. C'est rare. C'est précieux. » Ces mots m'ont touchée plus qu'elle ne le saura jamais. Parce que pendant longtemps, je pensais que mon erreur était tout ce que j'étais. La femme aveugle, la femme stupide, la femme qui avait épousé un monstre. Mais peut-être que j'étais aussi autre chose. La femme qui avait eu le courage de changer, la femme qui avait choisi la vérité, la femme qui essayait de réparer. Mon travail à l'association continue. Chaque semaine, je rencontre de nouvelles femmes, de nouvelles histoires. Certaines ressemblent à la mienne, d'autres sont différentes, mais toutes portent ce même poids, cette même culpabilité, cette même question. Comment ai-je pu ne pas savoir? Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme nommée Claire, 52 ans, mariée depuis 28 ans. Elle venait de découvrir que son mari avait abusé de leur nièce pendant des années. Elle était dévastée, brisée. Elle me regardait avec des yeux vides et disait « Je ne veux plus vivre. Comment je peux continuer après ça ?» Je lui ai pris les mains, je lui ai regardé dans les yeux, et je lui ai dit ce que j'aurais voulu qu'on me dise. Vous continuez parce que vous devez, parce que cet enfant a besoin de vous, parce qu'elle a besoin de savoir qu'au moins un adulte dans sa vie l'a cru, l'a choisi, l'a protégé. Vous continuez parce que la seule façon de réparer, c'est d'aller de l'avant. Pas d'oublier, jamais d'oublier, mais d'utiliser cette douleur pour faire quelque chose de bien. Elle a pleuré pendant 1 heure. Puis elle a relevé la tête. Elle a appelé la police. Elle a témoigné contre son mari. Elle a soutenu sa nièce tout au long du procès. Et maintenant, 1 an plus tard, son mari est en prison. Et sa nièce est en thérapie. Et Claire se reconstruit. Lentement, avec des cicatrices. Mais debout. Elle m'a dit la semaine dernière « Edith, sans vous, je ne sais pas si j'aurais eu la force. Vous m'avez montré que c'était possible. De survivre, de continuer, de vivre avec ce poids et de ne pas se laisser écraser. C'est pour des moments comme celui-là que je continue, parce que mon histoire, aussi terrible soit, elle peut servir, peut aider, peut sauver. Je dois vous dire quelque chose avant de terminer. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous résonne. Peut-être que vous avez un doute. Peut-être que vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre famille. Ou peut-être que vous avez vécu quelque chose de similaire et que vous vous sentez moins seul maintenant. Alors, laissez-moi un commentaire avec le mot « croire », parce que c'est ça le message de cette histoire. Croire les enfants, croire votre instinct, croire que la vérité vaut la peine même quand elle détruit tout. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez cette histoire. Parce que quelque part, il y a peut-être un enfant qui attend que quelqu'un le croie. Quelque part, il y a peut-être une grand-mère qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas folle. D'où regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi, parce que savoir que vous êtes là, ça compte énormément. Alain a été libéré il y a 2 mois, après avoir purgé 6 ans de sa peine de 8 ans. Réduction de peine pour bonne conduite. Quand j'ai appris la nouvelle, mon cœur s'est arrêté. 6 ans, seulement 6 ans. Pour 10 ans de prédation. Pour combien d'enfants marqués? Cela semblait tellement injuste. Mais je ne peux pas contrôler la justice. Je ne peux contrôler que mes propres actions. Alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai prévenu tous les parents du quartier où il vit maintenant. J'ai contacté les écoles, les centres de loisirs, les associations sportives. J'ai dit qui il était, ce qu'il avait fait. J'ai montré les articles de journaux, les documents du procès. Certains m'ont remercié. D'autres m'ont dit que j'exagérais, qu'il avait payé sa dette, qu'il méritait une seconde chance. Mais je ne peux pas prendre ce risque.
Je ne peux pas rester silencieuse et espérer que tout ira bien. Pas cette fois. Théo m'a soutenue. Il a dit « Maman, tu fais ce qu'il faut. Tu protèges les enfants. C'est tout ce qui compte. » Alain a essayé de me contacter. Un appel téléphonique que je n'ai pas décroché. Une lettre que j'ai jetée sans l'ouvrir. Un message via son avocat demandant qu'on se parle. Qu'on trouve un terrain d'entente. J'ai refusé. Il n'y a pas de terrain d'entente. Il n'y a que la vérité et ma détermination à protéger. Lucas, le fils de Madame Dubois, a 20 ans maintenant. Il étudie la psychologie à l'Université de Lyon. Il veut se spécialiser dans l'aide aux victimes d'abus sexuels. Il m'a dit lors de notre dernier dîner ensemble « Madame Moreau, sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans vous, j'aurais continué à penser que c'était moi le problème, que j'étais bizarre, que j'avais imaginé des choses. Maintenant, je sais que ce n'était pas moi. Et je veux utiliser ça pour aider d'autres enfants à comprendre qu'eux non plus ce n'est pas leur faute. Ces mots me donnent de la force, me rappellent pourquoi tout ça en valait la peine, pourquoi la douleur, pourquoi la destruction, pourquoi le sacrifice. Je repense souvent à ce jour de janvier 2015, le jour où Théo m'a appelé, le jour où tout a changé. Si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je ferais les choses différemment? Est-ce que j'aurais regardé plus tôt? Est-ce que j'aurais posé plus de questions? Est-ce que j'aurais été plus attentive? Probablement. Mais je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement apprendre de lui et enseigner aux autres ce que j'ai appris. Alors voilà ce que j'ai appris. Première leçon. Les monstres ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à des gens normaux, à des gens respectables, à des gens que tout le monde aime. C'est pour ça qu'ils réussissent. Parce qu'on ne les suspecte pas. Parce qu'on veut croire que les prédateurs sont des étrangers dans des ruelles sombres. Pas des maris, pas des pères, pas des pharmaciens du quartier. Deuxième leçon. Les enfants disent la vérité. Pas toujours avec des mots clairs, pas toujours directement, mais ils disent. Avec leur comportement, avec leur peur, avec leur silence. Il faut juste être prêt à écouter. Vraiment écouter. Troisième leçon. Le déni est confortable. C'est tellement plus facile de ne pas voir, de ne pas poser de questions, de maintenir l'ordre. Mais le confort bâti sur des mensonges n'est pas du vrai confort. C'est une prison. Et tôt ou tard, les murs s'écroulent. Quatrième leçon. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Oui, j'aurais dû agir plus tôt. Oui, j'ai fait des erreurs. Mais quand j'ai finalement agi, ça a compté. Ça a fait une différence. Ça a protégé des enfants. Et c'est ce qui importe. Cinquième leçon. La vérité fait mal. Elle détruit parfois tout ce qu'on croyait savoir, tout ce qu'on avait construit. Mais elle libère aussi. Elle permet de reconstruire quelque chose de réel, de vrai, de solide. Ma vie aujourd'hui ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé. À 78 ans, je suis divorcée. Je vis seule dans un petit appartement. Je n'ai pas la grande maison. Pas le respect automatique que confère un mariage long. Pas la sécurité de l'ordre établi. Mais j'ai autre chose. J'ai une relation vraie avec mon fils. J'ai une petite fille à qui je peux transmettre ce que j'ai appris. J'ai des femmes que j'aide chaque semaine. J'ai des enfants dont les vies sont peut-être un peu plus sûres grâce à mes actions. J'ai la paix qui vient de savoir que je vis dans la vérité. Et la nuit, quand je pose ma tête sur l'oreiller, je peux dormir. Pas parfaitement. Pas sans cauchemar parfois. Mais je peux dormir en sachant que je fais ce qui est juste, que je ne détourne plus les yeux, que je ne protège plus les prédateurs au nom de l'ordre et de la respectabilité. Il y a quelques semaines, Céleste a souri pour la première fois. Un vrai sourire. Pas juste un réflexe. Un sourire qui disait « Je te reconnais. Je t'aime. Je te fais confiance. » Théo a pris une photo de moi tenant ma petite fille. Elle me regarde avec ses yeux pleins de confiance, et je la regarde en me promettant « Je ne te laisserai jamais tomber, je te protégerai, et si un jour tu as quelque chose à me dire, je t'écouterai, sans jugement, sans déni, sans peur. » C'est mon héritage maintenant. Pas une grande maison, pas un nom respecté, mais une promesse. La promesse de protéger, de croire, d'agir. Vous savez ce qui m'étonne le plus, c'est combien de gens m'ont dit qu'ils admiraient mon courage de dénoncer mon mari, mon courage de tout détruire pour protéger les enfants.
Mais je ne me sens pas courageuse, je me sens juste humaine, faillible, imparfaite, mais essayant de faire mieux. Le vrai courage, c'était celui de Théo, qui a porté ce secret pendant 23 ans, qui a trouvé la force de me le dire, qui m'a forcé à regarder. Le vrai courage, c'est celui de Lucas, et Jules et Antoine, et tous les autres garçons qui ont témoigné, qui ont raconté les choses les plus difficiles de leur vie devant des étrangers. Le vrai courage, c'est celui de ces enfants qui continuent à vivre, à grandir, à espérer malgré ce qu'on leur a fait. Moi, je n'ai fait que ce que j'aurais toujours dû faire. Écouter, croire, agir. Hier, j'ai reçu une lettre d'une femme de Marseille qui avait lu un article sur mon histoire. Elle me disait « Madame Moreau, votre histoire m'a sauvée. » J'avais des doutes sur mon compagnon, des choses que ma fille disait, des comportements qui me semblaient bizarres. Mais je me disais que j'exagérais, que j'étais parano, que je voyais le mal partout. Puis j'ai lu votre histoire, et j'ai compris qu'il valait mieux exagérer et me tromper que minimiser et rater quelque chose d'important. Alors j'ai regardé, j'ai posé des questions, j'ai trouvé des preuves. Et maintenant ma fille est en sécurité. Et cet homme est loin de nous. Merci. Merci d'avoir partagé votre histoire. Merci de m'avoir montré qu'on peut survivre à ça. Que choisir son enfant plutôt que son confort n'est pas une trahison. C'est de l'amour. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Parce que voilà. Voilà pourquoi je raconte mon histoire. Voilà pourquoi j'accepte les interviews. Pourquoi je parle devant des groupes. Pourquoi je ne me cache pas. Pas parce que j'aime l'attention. Pas parce que je veux être une héroïne. Mais parce que si mon histoire peut sauver, ne serait-ce qu'un enfant, alors toute la douleur en valait la peine. Alors si vous m'avez écouté jusqu'ici, si vous êtes encore avec moi à la fin de cette longue histoire, je veux vous demander quelque chose. Si vous avez des enfants dans votre vie, si vous êtes parents, grands-parents, enseignants, entraîneurs, voisins, s'il vous plaît, soyez attentifs. Regardez vraiment. Écoutez vraiment. Et si quelque chose vous semble bizarre, si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, n'ignorez pas cette voix. Regardez de plus près. Posez des questions. Croyez les enfants quand ils vous disent dans quelque chose, même s'ils ne le disent pas avec des mots clairs. Parce que les prédateurs comptent sur notre déni, sur notre désir de croire que tout va bien, sur notre peur de faire des vagues. Ils comptent sur notre silence, sur notre politesse, sur notre besoin d'ordre. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Choisissez les enfants. Choisissez la vérité. Même si ça fait mal, même si ça détruit tout, même si ça vous fait passer pour fou ou parano ou difficile. Parce qu'un enfant protégé vaut tous les conforts du monde. Un enfant qui grandit en sécurité vaut toutes les réputations. Un enfant qui sait qu'on le croit vaut tous les mariages et toutes les maisons et tout l'ordre établi. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que je veux transmettre. C'est mon message. Aujourd'hui, je vis dans mon petit appartement. Je vois Théo et Sophie et Céleste 2 fois par semaine. Je travaille à l'association 3 jours par semaine. Je vais en thérapie tous les 15 jours. Je lis, je me promène, je regarde les montagnes. Je vis une vie simple, une vie vraie, une vie sans masque, vie. Et parfois le soir, quand je regarde les photos de Céleste sur mon téléphone, je pense à tous les enfants. Ceux qui ont été protégés, ceux qui ne l'ont pas été, ceux qui attendent encore que quelqu'un les croie. Et je prie. Pas le Dieu de ma jeunesse, qui exigeait l'ordre et la respectabilité, mais un Dieu qui je crois comprend, qui sait que l'amour parfois ressemble au chaos, que protéger parfois signifie détruire, que la vérité parfois fait plus mal que le mensonge. Je prie pour que chaque enfant trouve quelqu'un qui le croira, qui le protégera, qui choisira sa sécurité plutôt que son propre confort. Je prie pour que les mères et les pères et les grands-mères et les grands-pères aient le courage de regarder, vraiment regarder, même quand c'est douloureux, surtout quand c'est douloureux. Et je prie pour moi aussi, pour continuer à vivre avec ce que je sais maintenant, pour utiliser ma douleur pour faire quelque chose de bien, pour être la grand-mère que je n'ai pas pu être, la mère que j'aurais dû être, la femme que je suis devenue. Si vous êtes resté avec moi à travers tout cela, je veux que vous sachiez que vous avez donné un cadeau à cette vieille femme, le cadeau d'être entendue.
Maintenant, je veux vous demander une dernière chose. Si vous avez vraiment écouté, si vous avez vraiment regardé toute l'histoire, laissez-moi un commentaire avec le mot « croire ». Seuls ceux qui ont vraiment écouté comprendront pourquoi ce mot compte. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Il y a une nouvelle histoire chaque jour. Et peut-être que celle de demain sera la vôtre. Ou peut-être que ce sera celle qui aidera quelqu'un que vous aimez. D'où regardez-vous? Quelle heure est-il? Je veux savoir. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Avec une mère qui doute. Avec un père qui s'inquiète. Avec une grand-mère qui sent que quelque chose ne va pas. Parce que cette histoire pourrait sauver un enfant. Et cela vaut tous les likes et tous les partages et toute l'attention du monde. Du cœur de cette vieille grand-mère au vôtre, merci. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir cru. Merci d'être là. Prenez soin les uns des autres là-bas. Et surtout prenez soin des enfants, parce qu'ils sont ce que nous avons de plus précieux, et ils méritent d'être protégés, toujours, sans exception, sans compromis. Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme qui a vécu 46 ans dans le mensonge et qui a choisi la vérité, qui a perdu presque tout et qui a trouvé quelque chose de plus important, qui a échoué pendant longtemps et qui a finalement fait ce qui était juste. Ce n'est pas une belle histoire. Ce n'est pas une histoire confortable, mais c'est une histoire vraie. Et j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous donnera le courage de regarder, de croire, d'agir. Parce que quelque part, en ce moment, il y a un enfant qui attend. Un enfant qui espère. Un enfant qui a besoin que quelqu'un le voie vraiment. Que quelqu'un le croie vraiment. Que quelqu'un le protège vraiment. Soyez cette personne. Soyez celle qui regarde. Celle qui croit. Celle qui agit. Même si c'est difficile. Même si c'est douloureux. Même si tout s'écroule. Parce que la vérité en vaut toujours la peine. La protection des enfants en vaut toujours la peine. Et l'amour, le vrai amour, celui qui protège plutôt que celui qui préserve l'ordre, en vaut toujours la peine. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que je veux que vous reteniez. C'est mon dernier message. Croyez les enfants. Protégez les enfants. Choisissez toujours les enfants. Et maintenant allez, vivez votre vie. Mais vivez-la avec les yeux ouverts, avec le cœur ouvert, avec le courage de voir ce qui doit être vu. De dire ce qui doit être dit, de faire ce qui doit être fait. Au revoir mes chers amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et surtout prenez soin des petits, parce qu'ils sont notre avenir, notre espoir, notre raison de continuer, avec tout mon cœur. Édith Moreau, grand-mère, survivante, protectrice, témoin de la vérité.